On va passer à Catherine Bertrand-Ferrandis. Merci Catherine pour avoir accepté cette invitation. Tu as plusieurs casquettes. Vétérinaire, donc on est dans le sujet. Tu es fondatrice de Olilo, tu vas nous dire ton entreprise, surtout tu es conférencière sur la communication des risques et la gestion d'infodémies. C'est vrai que la communication fait partie de l'environnement, c'est ton dada. Tu fais pas mal de conférences en France et à l'international. D'ailleurs, j'ai eu la chance de te prendre entre deux voyages, d'après ce que j'ai compris. Ma question est la suivante, évidemment, avec toujours le fil rouge de la question de Luc, hein, mais c'est en quoi le bombardement constant d'informations qui caractérise notre environnement, et quand je dis bombardement, c'est rien de le dire, puisqu'on passe quand même plusieurs heures à écouter ou entendre des informations qui sont vraies ou d'ailleurs moins vraies. Donc voilà, médiatique, moderne et à la fois un défi pour informer le public en matière de santé, mais aussi un défi pour les professionnels de santé du point de vue personnel comme professionnel. Ben merci, déjà merci pour l'invitation et oui en effet c'est entre deux voyages mais je suis ravie d'être là pour pouvoir parler avec vous parce que c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'intervenir à l'étranger et c'est très intéressant de pouvoir enfin discuter avec un public français. Donc je suis vétérinaire en effet, ne me confiez pas chien et chat hein, parce que ça fait plus de 11 ans que je ne pratique plus, donc il faut être honnête sur le fait que je suis pas trop dans la pratique aujourd'hui, mais par contre en effet j'ai beaucoup travaillé en communication des risques et aujourd'hui en gestion d'infodémie et donc on va en parler. En fait, je ne vais pas parler santé animale, vous l'avez bien compris, je vais plutôt parler santé publique et je vais parler d'un environnement qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qui est l'environnement d'information, mais qui est très lié à ce que vous disiez et il faudra qu'on en discute parce qu'en termes d'exposition, nous sommes énormément exposés aujourd'hui du fait des médias digitaux et de toute façon du hors-ligne aussi, parce que le bouche à oreille vient généralement de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ou vu à la télé ou vu dans les médias. Donc comment est-ce que ça nous impacte, comment est-ce que ça impacte la population autour de nous et comment est-ce que nous, ça nous impacte en tant que soignants, en tant que professionnels de santé et acteurs de santé. Aujourd'hui, quand on parle d'environnement d'information, on parle énormément de technologie. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'IA générative, entendu parler de ChatGPT, etc., etc. On parle de leurs avantages, on parle de leurs inconvénients, on parle de est-ce qu'ils sont dangereux ou pas. Ça débat énormément, mais on parle moins, on en a parlé pendant le Covid, mais on parle moins en fait de l'impact que ces technologies et surtout du coup l'environnement d'information et la surabondance d'informations a sur le grand public, ça on en parle un peu, mais sur les acteurs de santé, non, on n'en parle quasiment pas. Et pourtant, c'est assez central, et c'est central pour répondre aussi à la question de Luc, je pense, sur le futur. Et là, les étudiants ont un énorme limite avantage sur nos générations, si je peux me permettre, parce que vous êtes baignés dedans depuis votre enfance, mais ça n'empêche que vous allez avoir à apprendre à vous en servir et à le gérer dans votre profession pour pouvoir personnellement comme professionnellement ne pas en souffrir comme actuellement on en souffre et j'ose le dire. On parle en fait d'infodémie au niveau international. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot ici? Infodémie. Levez la main. Ah, merci. Une personne dans la salle. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de désinformation? Ah, ok. De mésinformation. Ah, pas mal, pas mal. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Désinformation et mésinformation? Non? Ok. Bon, on en reparlera peut-être un autre jour, mais merci pour vos réponses. L'infodémie, en fait, le mot existe depuis une dizaine d'années, mais il est vraiment venu sur le devant de la table avec la crise de la Covid-19. L'infodémie, c'est la surabondance d'informations. Qui caractérise donc d'informations vraies, fausses, désinformations, mésinformations, informations erronées, toutes sortes d'informations
qui caractérise aujourd'hui l'environnement d'information lorsqu'il y a un événement sanitaire, une urgence sanitaire. La Covid était un très bon exemple. Aujourd'hui, on a Mpox et au niveau du continent africain, par exemple, on a une réelle infodémie qui est en cours. On en a d'autres, on en a un peu tous les jours et ça ne va pas s'arrêter. Donc c'est un phénomène qu'il faut apprendre à gérer parce que c'est un phénomène qui a des impacts dans nos vraies vies, même si souvent ce phénomène commence en ligne. Il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux, entre le hors-ligne et le en-ligne. Parce que ce qu'on voit sur nos téléphones, là, ce que je vois ici, je peux le dire à Luc dans 2 secondes, et l'infodémie sera arrivée dans notre vie réelle. Donc il faut apprendre à le gérer. C'est sournois. Parce que cette infodémie en fait perturbe la capacité de prise de décision et d'adoption des comportements. Je vais vous donner quelques chiffres après et on reviendra à cette notion d'exposition parce qu'il y a un chiffre qui est un chiffre français en plus de la Fondation Descartes qui est intéressant à prendre en compte. L'exposition à des réseaux sociaux, quand on recherche son information de santé sur les réseaux sociaux, il y a une corrélation positive avec le fait d'avoir plus d'hésitation vaccinale ou d'hésitation à adopter un traitement recommandé par un soignant. Ce sera un premier chiffre. De nombreux scientifiques ont essayé de comprendre ce qui se passait avec cette infodémie. C'est très compliqué parce que c'est un peu comme un éléphant dans la pièce. Tout le monde sait qu'il est là, mais personne ne le voit vraiment. Et il faut vraiment de multiples disciplines pour pouvoir l'approcher et en comprendre les tenants et les aboutissants. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, on a 51% des posts sur les réseaux sociaux qui parlent de vaccins, qui sont en fait de la mésinformation. Donc, quand je parle de mésinformation, je parle d'information qui n'a pas d'intention de nuire, mais qui pourtant est fausse. Donc, c'est la grosse différence avec la désinformation. On parle beaucoup de désinformation et des méchants acteurs qui, pour des raisons politiques ou financières, envoient cette désinformation. Mais en fait, le gros de ce qui circule, c'est de la mésinformation et de gens qui partagent et vous et moi, nous l'avons fait un jour ou l'autre, il faut être réaliste, qui partagent de l'information, qui génèrent de l'information qui en fait est fausse par manque de connaissances, par inquiétude, par stress. Voilà. Et cette mésinformation-là, aujourd'hui, représente 51% des posts sur les vaccins. On parle de 60% pour les posts qui parlent de pandémie. Donc 60%, ça fait beaucoup. Il faut savoir que cette mésinformation, en 2018, il y a une étude qui a donné le chiffre de x100 pour la vitesse de circulation sur les réseaux sociaux par rapport à une information véridique. Donc autant vous dire que quand on a une mésinformation qui court sur les réseaux sociaux, si vous essayez de la corriger, vous allez avoir du mal, parce que vous courez beaucoup moins vite qu'elle. Donc il va falloir le prendre en amont et le gérer différemment que seulement essayer de courir après cette désinformation ou mésinformation, peu importe. Et dernier chiffre, 3/4 de la population, et donc ce sont des chiffres mondiaux, 3/4 de la population aujourd'hui regarde Internet quand il a une question de santé, c'est son premier réflexe. Et même des fois pour préparer en fait la discussion avec le soignant, d'accord ? Donc là, je suis en train de vous parler de la population en général. Je vais en continuer 2 secondes pour vous dire que les impacts, ce n'est pas seulement direct sur la santé. Alors bien entendu, à la perte de chance, parce qu'on ne va pas se vacciner, parce qu'on ne va pas appliquer un comportement recommandé, etc. Donc il va y avoir la perte de chance. Au Canada, ils ont fait une étude qui montre qu'il y a plus de 200 millions je dis pas de bêtises, 200 000 personnes, c'est 300 millions d'euros perdus, mais 200 000 personnes qui auraient pu être sauvées s'il n'y avait pas eu une mésinformation en fait sur la Covid. Donc ce sont des chiffres énormes. C'est la seule étude qu'on connaît dans le monde qui a vraiment chiffré, qui a essayé de chiffrer avec tous les biais possibles, mais l'exercice a été fait. Donc ce sont des gros chiffres et c'est dû à la mésinformation. Donc conséquences santé, physique, sociale, stigmatisation, inéquité et autres. Politique, je pense que tout le monde l'a vu, on l'a bien vu en France en tout cas. Si vous voulez qu'on en parle, on en reparlera, mais conséquences politiques, économiques, parce qu'on va aller acheter sur le coup du stress et de l'envie un traitement miracle sur Internet et que certains acteurs cherchent ça. Et psychologique aussi, en santé mentale. Et donc tous ces impacts-là, je vous cite,
Souvent, on en parle pour le grand public, mais c'est les mêmes pour vous et pour moi et pour tous les professionnels de santé. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Et ça, on en parle peu. On pense souvent qu'on est protégé par nos connaissances scientifiques, mais en fait la réalité c'est que, encore une fois, on est des humains, on a le même cerveau que tout le monde, donc même si on est un peu protégé, même si on va avoir un type de réflexion un peu différent et une approche un peu différente grâce à notre éducation scientifique, on est quand même sensible aux mêmes biais cognitifs et aux mêmes biais de confirmation, de familiarité, de disponibilité de l'information. Quand vous voyez beaucoup une information, vous avez l'impression qu'elle est réelle, qu'elle est vraie, vous avez plus tendance à ça. Tous ces biais cognitifs-là, en fait, on les a de la même façon. Donc, on est atteint de la même façon. Et ça peut perturber notre jugement en tant que professionnel de santé et notre capacité à soigner, en fait. Je donne juste une solution. Tu veux... Moi, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Ah bah voilà. Je te donne une deuxième conséquence sur nous, en tant que soignant, parce que là, je suis en train de vous parler d'impact personnel, d'impact professionnel, parce que ça peut venir interagir dans votre façon de soigner, et dans la façon de soigner, que ce soit en santé animale ou en santé humaine d'ailleurs. Mais aussi, on a la conséquence avec le fait que nos patients, en fait, eux qui arrivent, nos patients ou nos clients, selon le type de pratique, arrivent avec des idées préformatées, et des fois préformatées par nos confrères, certains de nos confrères qui sont très vocaux sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans les médias, et qui ne colportent pas que des informations qui sont parfaites, et qui peuvent être des fois très désinformateurs ou mésinformateurs, peu importe l'intention derrière, mais en tout cas, la relation avec les patients peut être totalement dégradée et peut vraiment venir créer des difficultés dans votre pratique, dans la façon dont vous vous sentez dans votre pratique de professionnel de santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer tous ces problèmes de santé mentale, de santé physique, etc., professionnels comme personnels? La première chose, c'est d'en prendre conscience et de prendre conscience du phénomène et de prendre conscience que nous, on est atteints aussi, en fait, en tant que professionnels de santé. Personnellement, je le répète, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup trop souvent. Comment est-ce qu'on gère, une fois qu'on a pris conscience, et on se forme, et il y a à disposition déjà, même en français, donc en anglais beaucoup, mais aussi en français, des ressources en ligne qui peuvent vous aider à vous former et à comprendre la façon dont le cercle fonctionne et dont l'infodémie vient agir sur vous. Donc c'est se former pour se préserver, pour se protéger. C'est de la formation individuelle ou des masters, des DU, les deux en fait? Alors, DU malheureusement pas encore, mais pour l'instant on a de la formation gratuite en ligne, notamment sur le site de l'OMS avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il y a des formations qui sont en ligne et qui vous permettent de comprendre le process et de comprendre comment interagir avec. Alors c'est surtout à destination de la santé publique, des professionnels de santé publique, mais ça fonctionne aussi en fait quand on est professionnel praticien. Donc pour les deux types de publics qu'on a dans la salle, je pense il y a un intérêt. Je repasserai les liens bien sûr. Donc comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comprendre comment repérer la mésinformation et la désinformation, parce qu'il y a des patterns, ça va vite pour une raison, c'est que c'est attractif, donc ça on peut le repérer assez facilement quand on connaît les trucs et astuces. Comprendre comment vérifier les faits, il y a tout ce qui est lecture latérale par exemple, qui sont des techniques très très simples, mais qui même nous en tant que scientifiques habitués à chercher des références, ça peut nous aider dans notre vie de tous les jours et dans notre abord de l'information santé tous les jours. Compréhension des mécanismes de transmission et de circulation de la mésinformation. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien, on peut aider nos patients. Parce que en fait, les aider, si nous on gère notre environnement d'information et on apprend à créer un environnement d'information sain qu'on est capable d'analyser et de comprendre, on va pouvoir aller accompagner nos patients ou nos clients pour faire la même chose, avec des trucs et astuces simples, encore une fois, en leur expliquant qu'on est tous dans le même bateau, là pour le coup, on découvre un milieu de l'information qui est différent et qu'il faut qu'on s'y adapte. Cette proximité-là dont je suis en train de vous parler, d'échange avec vos patients, je sais que ça vous donne l'impression qu'il y a des choses en plus à faire par rapport à tout ce qu'il y a déjà à faire et au peu de temps qu'a un professionnel de santé, mais ça crée une proximité et ça crée une confiance que les réseaux sociaux ont malheureusement déjà et que nous, même si on garde en tant que professionnel de santé vraiment la confiance de la population, on la garde encore, on est déjà en train de commencer à la perdre, notamment
Souvenez-vous de l'étude, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui est passée il n'y a pas longtemps sur l'IA, comme quoi ChatGPT était plébiscité pour les réponses sur les questions santé parce qu'il était considéré comme plus empathique par un certain nombre de personnes. Donc ça nous questionne un peu quand même. Donc on peut critiquer la méthode de cette étude, ça a fait beaucoup de buzz, etc. Mais il faut quand même le garder en tête, que c'est un peu l'avenir, que potentiellement, oui, on est stressé, on va vite dans ce qu'on fait, mais reprendre main sur cet environnement d'information, ça va vous permettre de discuter avec les gens et de comprendre comment ils s'informent, de les aider à trouver aussi leur voie au travers de cette information de santé qui ne vient plus uniquement de vous en tant que professionnel de santé, mais qui vient d'un peu partout. Donc les aider à s'y retrouver, c'est une bonne chose. Et la dernière des choses, souvenez-vous toujours que la mésinformation et la désinformation, ça vient se glisser dans les vides d'information, dans là où il y a des questions, là où il y a des peurs chez les gens et qui n'y trouvent pas de réponses faciles ou de réponses claires de la part de la science ou des soignants, parce que des fois, il n'y en a pas. Mais apprendre à écouter ces questions qui sont des fois très, très éloignées, les considérations, les questions et les inquiétudes de la population, j'aime pas trop dire ça, mais du grand public, on va dire, sont des fois très, 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 très éloignées de nos considérations de scientifiques ou de médecins, et apprendre à les entendre et à les comprendre et à y répondre en tant professionnel de santé, peu importe où vous êtes, permettra de recréer ce lien et aussi de venir après discuter vraiment de qu'est-ce qu'il faut faire, quel comportement adopter, etc., quel traitement de mettre en place, voilà.